Bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue. On va attendre quelques petites minutes que tout le monde ait temps d'arriver avant de démarrer. Si jamais vous m'entendez pas bien ou si vous avez un quelconque problème, surtout n'hésitez pas à le dire dans le chat, que j'essaierai de regarder le plus souvent possible. En attendant de démarrer, je suis un peu curieux, parmi vous qui êtes déjà là, est-ce que vous pouvez me mettre quel est votre rôle, votre fonction actuellement? Est-ce que vous êtes responsable formation? Est-ce que vous êtes formateur? Est-ce que vous êtes simple curieux dans ce sujet? Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre ça dans le chat, que je me rende un peu compte de qui est intéressé. Merci Dorothée. Ok. Ok, ok. Merci pour vos réponses. Quelques formateurs quand même, formatrices, c'est cool. Top. Bon bah écoutez, je vais commencer tranquillement. J'essaye de suivre le chat et de répondre à vos éventuelles questions en direct, parce que je trouve ça plus intéressant, plus interactif. Par contre, je garantis pas que j'y arriverai à chaque fois, que je vais pas m'emballer dans mes explications. Allez, allons-y alors. Donc ce thème, mes recettes de formateur sont-elles applicables dans un LMS à l'ère de l'IA, ou à l'ère moderne simplement, vous l'avez compris, le mot IA c'est pour faire du buzz, bien sûr, même si c'est un peu malgré tout une de nos spécialités chez Aino Kufu. Donc de quoi on parle et qui parle? Parce que forcément, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir quelle expertise je peux avoir pour vous parler, s'il y a pour vous parler de ce sujet-là. Donc ça, c'est moi, Parmentier Benjamin, 5e G, dictée 36 fautes, 0 sur 20. Donc vous l'aurez deviné, je suis dyslexique. Et du coup, ça m'a assez tôt lancé dans un rapport complexe à l'apprentissage. Ce qui fait que c'est très ironique, ou au contraire très logique, que je sois ici devant vous maintenant. Donc j'ai 45 ans maintenant, donc je fais partie de cette génération où on vous disait pas forcément que vous étiez dyslexique. Donc j'étais un mec qui faisait pas beaucoup d'efforts. Voilà. Peut-être certains parmi vous se reconnaîtront. Donc comme je suis un mec qui fait pas beaucoup d'efforts, l'école ça se passe pas très bien, et je me retrouve à être vendeur de jeux vidéo, pour simplifier, pendant une dizaine d'années. Et puis au bout de 10 ans, donc quand j'ai eu 30 ans, je me rends compte que ce qui m'intéresse vraiment, c'est la formation, notamment quand je devais former des gens dans mon métier de vendeur, c'était ça qui m'intéressait le plus. Et puis bon, j'avais ce rapport à la formation à l'apprentissage qui était intéressant pour moi. Donc je reprends mes études et je deviens formateur en management et surtout ce qui nous intéresse ici, formateur en qualité en formation. Je repasse un bac, après un BTS, après je suis formé par d'autres formateurs. Et du coup, pendant presque 15 ans, je vais former des responsables formation, je vais former des formateurs et des RH à la qualité en formation, donc dans certains grands groupes français et allemands. Donc voilà, mon expertise sur la pédagogie, elle vient de ça, une expérience de formateur et une expérience de essayer de suivre les formations, comme je disais à l'époque, à faire qu'elles servent à quelque chose plutôt qu'à rien. Ce qui est déjà un sacré objectif. Et puis, depuis 5 ans maintenant, avec un ami qui s'appelle Mathieu, on a fondé une structure qui s'appelle Aino Kufu, dont l'objectif est, on va dire, de
d'essayer tant que possible que l'apprentissage s'adapte, se personnalise à chaque apprenant, et donc d'éviter peut-être ce que moi j'ai pu vivre en tant que dyslexique quand j'étais à l'école. Donc vaste objectif, on en est loin, mais en tout cas c'est vers ça qu'on travaille. Et pour travailler là-dessus, on travaille sur de la data, sur de l'IA. C'est ce qui est expliqué ici très rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez, l'idée c'est de dire on va chercher des ressources pédagogiques, on va chercher les traces d'apprentissage des gens, on mixe tout ça avec des algorithmes et compagnie dans le but de créer des parcours personnalisés dans les LMS. Donc voilà, c'est du haut de ces deux connaissances de la data et de l'IA et de mon expérience dans la pédagogie que je peux vous parler de ce sujet-là aujourd'hui. Donc ça, c'était voilà, pour justifier que j'ai le droit un petit peu de vous parler de ces sujets. Et maintenant, la question, donc ce qui nous occupe aujourd'hui, donc les règles de la formation traditionnelle, c'est-à-dire présentielle et andragogique, je vais expliquer les termes, même si à mon avis vous les connaissez bien, sont-elles applicables dans un LMS? Donc voilà, moi forcément, mon métier c'était formateur ou formateur de formateur, donc je le faisais en présentiel dans des salles de formation pendant 7 heures, plusieurs jours d'affilée. Et c'était donc andragogique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop ce mot-là, andragogique, ça veut dire la pédagogie pour les adultes. On pourrait dire beaucoup de choses sur ce mot, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Andra, c'est l'homme, avec un petit H, et du coup, ça coupe la moitié de la population, ce qui est problématique. Mais bon, voilà, c'est le mot qui était utilisé pour dire pédagogie, c'est pour les enfants, andragogie, c'est pour les adultes. Donc le mot n'est pas parfait, mais bon. Donc la question, c'est ça, c'est les règles que j'appliquais avec, on va dire, un certain succès. Je n'étais pas trop mauvais en tant que formateur, qui s'adaptaient dans ce monde de présentiel en salle de formation et pour la formation des adultes, et ce qu'elles fonctionnent dans un LMS. Donc LMS, Learning Management System, c'est-à-dire la plateforme sur laquelle on fait de la formation. Nous-mêmes, chez Ainokufu, on vend une plateforme LMS qui s'appelle Totara, et on essaye d'y intégrer nos options, donc c'est quand même quelque chose qu'on connaît bien. Donc voilà, ça c'était tel que j'imaginais la formation en présentiel, tel que je l'imagine toujours, parce que ça existe encore, donc c'était, vous voyez, plutôt cool. Il y a des petites choses à manger, il y a des groupes de travail, on fait des ateliers, on voit qu'il y a des observateurs, etc. Donc voilà, ça c'était la formation telle que je l'ai pratiquée pendant 15 ans. Et puis maintenant, c'est sûr que ça ressemble plus à ça. Donc vous avez plus souvent, heureusement le présentiel existe encore, bien sûr, mais vous avez des visios avec tout le monde chez lui en train de se parler. On voit même quelqu'un qui est pas vraiment avec nous, il est au téléphone, c'est pas très très bien. C'est le président de l'entreprise. Et puis vous avez ici quelque chose sur un LMS, donc un e-learning. Voilà. Et vous voyez que c'est quand même, ça a l'air d'être un e-learning un peu sympa, parce que ça a l'air interactif avec une frise chronologique et tout. Donc là, on n'est pas en train de parler de choses mauvaises. Juste quand c'est bien fait, est-ce que c'est utile, est-ce que ça marche bien? Voilà, un petit peu de définition. C'est toujours utile de recadrer un petit peu le système. Donc, ce qu'on appelle présentiel, donc ça va être des cours, des ateliers, même des serious games. Et puis de l'autre côté, donc ça se passe en salle de formation. Et puis de l'autre côté, ce qu'on va appeler le distanciel. Et puis vous l'avez compris, il y en a, enfin vous le savez surtout, il y en a deux grands types. Le synchrone, donc les visios, les chats, et l'asynchrone. Donc synchrone, c'est-à-dire tout le monde le fait en même temps. Asynchrone, ça veut dire on peut le faire n'importe quand. Donc les e-learning, comme ce que je viens de montrer, regarder une vidéo, c'est asynchrone, podcast, c'est asynchrone. Et ça peut se passer sur un ordinateur ou sur un téléphone. Donc en gros, on est face à ces deux univers. Et la question, c'est quelles règles qui s'appliquaient ici s'appliquent-elles encore ici, avec peut-être quelle subtilité. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints depuis. Comme je disais, n'hésitez pas à poser vos questions en direct. J'essaierai d'y répondre si j'arrive à rester concentré. Et sinon, de toute façon, on prendra le temps d'y répondre à la fin du webinaire.
Donc, premier chapitre, avant la pédagogie, les grandes règles pour réussir une formation. Parce que quand j'étais donc formateur ou formateur de responsables formation, surtout, ils ont passé beaucoup de temps avant même de parler de pédagogie. Et notamment, il y a un outil que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup, qui sont les grands postulats on va dire, de l'ingénierie du changement. Postulat de qu'est-ce qui fait qu'une chose arrive à changer. Et là, je disais des choses, vous voyez, un petit peu volontairement choquantes. Et le premier étant celle-ci, l'essentiel n'est pas tant de réussir les formations que de réussir les adaptations, les évolutions, les changements. Alors imaginez, on est ici entre formateurs, responsables formation, RH qui s'occupe de la formation. On est vraiment là pour parler de formation et pour réussir les formations. Ben, la première chose que je vous dis, c'est en fait, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. Alors, ce qu'on veut, c'est réussir le changement. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que les pratiques, les attitudes, les comportements, les façons de faire changent dans les entreprises ou chez les personnes dont on s'occupe. Donc c'est peut-être une évidence ou pas, mais dans tous les cas, c'est hyper important de le rappeler ici. C'est-à-dire de dire quel est vraiment l'objectif. La formation n'est pas un objectif. La formation est un moyen. D'ailleurs, c'est ce qui est notre postulat numéro 2. La formation n'est qu'un moyen, parmi d'autres et avec d'autres, pour réussir le changement. Ce qu'on veut, c'est provoquer des changements chez les gens dans leur façon de travailler, et la formation va être un moyen d'y arriver. Un moyen, donc, parmi d'autres et avec d'autres. C'est-à-dire que c'est même pas le moyen principal. J'ai un petit calcul que je peux vous montrer. Ça, c'est le calcul qui est malheureusement dans la tête de beaucoup de gens. Formation égale changement. On va envoyer les gens en formation pour qu'ils changent. On veut que les gens changent, on va les envoyer en formation. Je donne un exemple. Vous avez des managers dans une entreprise, la direction trouve qu'ils managent pas très très bien, et ben du coup, on va les envoyer en formation management pour qu'ils changent leur manière de manager. Et on a un gros problème, c'est que cette équation, formation égale changement, c'est un mensonge. C'est pas vrai, ça marche pas. En réalité, personne ne change juste parce qu'il va à une formation, quelle que soit la qualité de cette formation. Alors, c'est quoi la bonne équation ? La bonne équation, c'est le changement, c'est égal à vouloir plus pouvoir plus savoir. Et dans le savoir, il y a cette notion de formation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà, pour changer, il faut vouloir. Et ça fait un peu remède de grand-mère, mais c'est la réalité. Si les gens ne veulent pas changer, ils ne changeront pas, tout simplement. Ensuite, il faut pouvoir, c'est-à-dire avoir les moyens de mettre en place ce changement. Je donnais un exemple absurde. On vous forme à une nouvelle version d'un logiciel, Excel, n'importe quoi, et ce logiciel n'est pas installé sur votre ordinateur. Vous ne pouvez pas changer. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Et dans les problématiques de management, comme mon exemple d'avant, si votre propre management n'est pas exemplaire et ne vous donne pas les moyens de mettre en application ces nouvelles règles de management, vous ne risquez pas d'y arriver, quelle que soit la qualité de la formation, encore une fois. Et ensuite, il faut savoir, mais même pas simplement savoir ce qu'on nous apprend en formation, savoir qu'il faut changer et qu'un message clair a été donné par la direction, toujours dans mon exemple, etc., etc. Donc, on voit avec cette équation qui est la bonne équation que en fait, la formation n'est qu'un petit bout du changement. Troisième postulat, seule l'implication de tous les acteurs permet la réussite du changement. Pour changer, il faut que tous les acteurs impliqués dans ce changement changent. Je l'ai déjà dit dans mon exemple d'avant, c'est que même si vous êtes motivé pour changer et que vous avez été bien formé, si vous rentrez et que votre chef n'est pas d'accord avec les changements que vous voulez mettre en application, parce que lui n'a pas suivi la formation, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas. C'est peut-être un vécu pour certains d'entre vous, mais c'est le retour de formation où le chef il vous dit alors c'était bien les vacances ? C'est rigolo, hein, mais ça casse un peu tous les efforts et toutes les volontés de changement qu'on a pu avoir à un moment donné. Et puis donc, dernier postulat, sans mesure, pas d'amélioration.
Si on n'a pas un moyen de mesurer l'efficacité de ce qu'on est en train de faire, ça ne s'améliorera pas. Donc, comment on fait pour mesurer? Et je fais un petit lien avec le postulat numéro 1, d'accord? Il faut un moyen de mesurer le changement, puisque c'est notre but final. Évidemment, il faut aussi être capable de mesurer la qualité de la pédagogie, la qualité du travail du formateur ou la qualité du e-learning sur le LMS, mais en faisant ça, ce qui est très bien, on mesure le moyen. Il faut aussi à un moment donné mesurer l'objectif, le point final. Voilà, donc ça, c'était mes 4 postulats pour la formation. Donc maintenant, on va simplement se poser la question, est-ce que ces 4 postulats sont toujours vrais dans le monde des LMS, le monde du e-learning, le monde des visios, le monde des parcours personnalisés à l'IA que l'avenir nous fait miroiter. Donc, nos 2 premiers postulats, je les traite ensemble. Donc, je rappelle, le changement, les moyens. OK. Là, on a un énorme avantage avec un LMS, avec du e-learning et compagnie, c'est que ça s'intègre dans le quotidien. C'est-à-dire que le gars, il travaille sur son ordinateur. Au quotidien, il a son LMS qui vient le chercher, on va dire, sur son lieu de travail ou même sur son téléphone pour lui faire des petits quiz, etc. Plus intéressant que ça, ça peut être connecté avec ses objectifs et ses KPI dans les outils de management. Donc, il peut y avoir une connexion directe entre ces outils-là. Voilà, donc il y a un côté, c'est très présent, ça peut aller chercher la personne dans son vrai lieu de travail, donc il n'y a pas cet éloignement, etc. Mais évidemment, ça peut aussi en être très éloigné, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un décalage complet entre les e-learning qu'on vous envoie faire et la réalité de votre travail. Et en plus, on peut se retrouver dans une situation assez terrible où on a très peu de retours et donc aucun moyen de savoir qu'en fait c'est complètement décalé et que ça n'a rien à voir avec la réalité du vécu. Surtout si la seule mesure qu'on fait, c'est est-ce que la personne a fait ou pas. Donc, du coup, on rentre dans un système où le management met beaucoup de pression aux gens pour faire des e-learning qui sont nuls, mais la seule chose qu'on mesure, c'est qu'ils soient faits. Donc ça peut être assez terrifiant. Donc, là, on voit qu'on est sur quelque chose où il y a un enjeu de la qualité, quoi, parce que le LMS a des atouts pour être très intégré dans le quotidien des gens et a aussi des fragilités. Et on va essayer de détailler un peu ça. Bon, je vous en ai déjà donné pas mal, mais on va voir si j'en ai oublié. Voilà, notification. Hein, ça peut rappeler à la personne, tu as peut-être oublié de faire ça, ou tiens, est-ce que tu as pensé à ça? Intéressant. Les rituels. Je suis quelqu'un qui est très fan des rituels, hein, sous-entendu le fait de se retrouver régulièrement pour parler de quelque chose. Hein. Le point mensuel, le starting du matin, je trouve que c'est extrêmement utile pour bien faire fonctionner des équipes. Donc ça permet les rituels, le LMS, parce que encore une fois, il est là, il s'allume, il vous rappelle, etc. Il peut y avoir des interactions. Hein, quand c'est un LMS de qualité, parce qu'il peut y avoir des forums, il peut y avoir des chats, il peut y avoir des équivalents Discord, WhatsApp, Slack, etc., intégrés directement, Teams, bien sûr. Donc ça peut être assez sympa, on peut avoir des chats directs avec les formateurs, etc. Évidemment, il vient vous chercher en tout lieu et temps. Voilà, ça, on pourrait parler des connexions numériques, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est positif, ou pas, etc. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Ça peut, quand c'est bien fait, encore une fois, être inclusif. C'est-à-dire que si vous êtes dyslexique, vous avez accès à vos outils de correction d'orthographe, donc c'est sympa. Si vous avez des problèmes j'en sais rien, de vision ou d'audition, et que le LMS, encore une fois, est bien fait, il va avoir intégré directement les outils qui permettent à la personne de suivre quand même. Donc, c'est relativement inclusif. Et puis bon, voilà, ça peut aller chercher sur un téléphone ou un ordinateur quand le LMS le permet. Et donc sur ces problématiques d'éloignement, pour le coup, les cours trop théoriques, bon ça je pense que ça peut exister aussi en présentiel, très clairement, mais au moins en présentiel, vous pouvez aller dire aux formateurs que vous ne comprenez pas ou que les exemples ne sont pas pertinents pour vous.
Là, c'est un peu cuit. Le problème des cours pas à jour, évidemment. Quand, déjà, il était peut-être pas terrible au début, le cours, et qu'en plus, il a beaucoup de retard, bah, ça peut être problématique. Le problème des infos noyées. Il y en a tellement partout, etc., qu'on est perdu dans ce flot, d'accord. Le matériel inadapté. Si c'est des cours qui ont été conçus pour l'ordinateur, mais malheureusement vos employés sont surtout sur mobile, ça peut être un vrai problème. Et puis les conditions non favorables, c'est-à-dire que peut-être, voilà, encore une fois, parce qu'il faut remplir les cases, parce qu'il faut dire que je l'ai fait, je vais faire les e-learning tard le soir quand je suis fatigué ou à des moments qui ne sont pas pertinents parce qu'on ne devrait pas être en train de travailler à ces moments-là. Donc ça peut aussi être un problème. Donc encore une fois, vous voyez, il y a du positif et il y a du négatif, et on voit qu'il y a un vrai problème de qualité. C'est-à-dire, si le LMS est adapté et les cours ont été construits de la bonne manière, en faisant attention à toutes ces choses-là, ça peut être super, et sinon ça peut être dramatique. Je prends quelques exemples ici de choses que je trouve intéressantes. Donc, connexion entre les OF, donc la partie formation et les objectifs de formation, connexion entre les objectifs de formation et les objectifs opérationnels. On l'a vu, mon postulat numéro 1, c'était cette affaire de comment on reste concentré sur le changement. Une des manières dont les LMS d'aujourd'hui peuvent nous aider, c'est en faisant cette connexion directe, de manière numérique, si vous me permettez l'expression, entre les objectifs de management, les objectifs opérationnels des employés et ce qu'ils vont voir en formation. Pourquoi ? Parce que, alors il y a plein d'acronymes bizarres, je vais essayer de les détailler. Donc là, vous avez votre LMS, donc votre plateforme d'apprentissage. Je rappelle, LMS, c'est Learning Management System. Et puis, vous avez une technologie dans le monde du numérique qui s'appelle le SSO, et qui est en gros la technologie qui permet de faire que les différents logiciels se connectent entre eux de manière fluide. Donc, grâce au SSO, votre LMS, vous pouvez le connecter donc, à un ERP, à un CRM, donc voilà, gestion de la RH, gestion du management, avec les outils RH. Vous allez avoir le CRM donc, pour tout ce qui est le lien avec les clients, etc. Enfin bref, c'est pas ma spécialité tout ça, mais vous comprenez le principe, c'est on peut connecter tous ces outils différents les uns envers les autres, et du coup qu'il y ait des passerelles qui se fassent entre, voilà, j'ai fait telle formation, c'est en lien avec tel objectif opérationnel que m'a donné mon management, et on peut rentrer dans des choses assez, des cercles vertueux, on va dire, dans ce genre de choses. Voilà, donc j'en ai terminé pour mes 2 premiers postulats, donc l'affaire du changement et des moyens qui sont à notre disposition. Et je vais passer sur l'affaire de l'implication de tous les acteurs. Voilà, on peut déjà voir évidemment que peut-être tous ces outils vont nous donner des moyens de nous connecter à nos différents acteurs. Donc première chose, on va chercher les managers. Parce que ça, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais quand je dis seule l'implication de tous les acteurs permet la réussite, en fait, je pense surtout aux managers. Pourquoi ? Parce que souvent, dans un projet de changement avec une formation, vous allez avoir la direction de l'entreprise qui est très impliquée, parce qu'ils ont identifié le changement, ils veulent le réussir, ils veulent que ça change. Et puis, vous allez avoir les gens qui vont devoir aller en formation, par défaut, ils ont été convoqués, ils vont à la formation, ils savent qu'ils vont devoir faire quelque chose, donc souvent, ils sont quand même un peu impliqués. Ceux qui sont peu impliqués, c'est les managers. Donc, c'est-à-dire, je parle des N+1, les managers directs des gens qui vont en formation. Je ne sais pas si peut-être vous connaissez cette petite histoire un peu imagée pour expliquer le terme d'implication. Parce que c'est une des choses terribles dans nos entreprises aujourd'hui, c'est qu'on est concerné par plein de choses. Concerné. Partout, on est concerné par ce qui se passe dans le monde, on est concerné par ce qui se passe dans notre entreprise, on est concerné par ce qu'on va passer sur TikTok. Mais est-ce qu'on est impliqué ? Il y a une petite histoire qui raconte la différence entre l'implication et le fait d'être concerné. Et c'est l'histoire de l'œuf au bacon, d'accord ? Donc, dans un œuf au bacon, vous savez, avec du lard et puis un œuf, d'accord ?
et ben, la poule, elle est concernée par l'œuf au bacon, alors que le cochon, lui, il est impliqué. C'est une petite histoire absurde, mais qui veut dire que être impliqué, c'est avoir quelque chose à perdre ou à gagner. Donc en gros, il faut avoir ces connexions entre les différents outils, et puis évidemment cette pédagogie qui fait que le manager n'a pas l'impression que la formation, c'est autre chose. Il a l'impression que c'est un outil pour lui aussi, pour faire grandir ses équipes, qu'il a un suivi à faire, qu'on va lui demander des comptes sur comment ils ont mis en application ce qu'il va y avoir dans la formation, etc. Donc ça, c'est vraiment une règle de base à appliquer, mais encore une fois, je pense que ces outils que sont les LMS peuvent nous aider à faire cette implication des managers. C'est une des raisons, en lien avec nos convictions, que nous, aujourd'hui, on travaille avec le LMS Totara plus que d'autres LMS. C'est parce que c'est un LMS qui a beaucoup d'outils, justement, pour faire le lien avec le manager. Il y a un rôle particulier pour le manager qui va être impliqué, à qui on va pouvoir demander des choses en fonction des KPI, des personnes, etc. Force du social. Oui, c'est sûr que, alors là aussi, on pourrait parler d'éthique, il faut faire attention à ce qu'on fait, mais le LMS va permettre de faire tout ce que, vous voyez ce terme de gamification, c'est-à-dire tout ce que les jeux vidéo ont inventé. Vous savez que les jeux vidéo ont inventé tout plein de choses pour vous faire continuer, être fier de ce que vous faites et de faire avancer, etc. Donc ça va être des badges, ça va être des réussites, ça va être des systèmes de difficultés croissantes pour qu'on ne se décourage jamais, ça va être le lien avec les autres, des scoreboards pour montrer que vous êtes meilleur que les autres ou que tous ensemble on a réussi quelque chose. Enfin voilà, plein de choses, je ne rentre pas dans les détails, mais ça joue sur notre cerveau, sur comment notre cerveau fonctionne et cherche de la récompense, ça joue sur nos convictions, enfin bon, et sur le social, le lien avec les autres, encore une fois sur les parties de notre cerveau qui ont besoin de faire partie d'une tribu, etc. Donc tout cet aspect-là, qui a été inventé pour les jeux vidéo, d'où le terme de gamification, là, c'est une de mes batailles. Quand on parle de gamifier quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on va faire un jeu. Ça veut dire qu'on va mettre des badges, des points d'XP, des scoreboards. D'accord ? Gamifier, c'est pas faire du jeu. Faire du jeu, c'est autre chose qui peut être super, mais c'est pas ça que veut dire le terme gamification. Donc cette gamification, elle va être utilisable dans le LMS. Donc encore une fois, peut-être il y a des questions à se poser sur l'éthique, sur comment on le fait, mais en tout cas, c'est puissant. Ça marche bien, ça a été plus que prouvé. De toute façon, je pense que vous connaissez tous Duolingo. Qu'est-ce qui fait que Duolingo marche, je vais dire marche, c'est-à-dire en tout cas il fonctionne, c'est que les gens n'ont pas envie de lâcher. On n'a pas envie de lâcher son petit bonus parce que ça fait 365 jours qu'on le fait. Moi, dans les pièces que vous voyez derrière moi, des fois à 23h59, j'entends mes gamins parler anglais. Parce qu'il faut absolument avoir fait Duolingo avant minuit pour pas que ça passe. Voilà. C'est efficace, ça marche, ils font tous les jours. Alors, je ne sais pas si ça marche pour apprendre l'anglais, mais en tout cas, ça marche pour qu'il reste dans l'application. Donc, on peut utiliser ce système-là. Et puis, évidemment, un des problèmes de tout le numérique, et qu'on a aussi là aussi, c'est ce risque de ne plus savoir à qui on parle et qui fait quoi. Est-ce que c'est un automatisme qui me parle? Est-ce que c'est une IA? Est-ce que c'est vraiment la personne? Est-ce que on peut perdre ce lien. Donc, forcément, il va falloir être extrêmement attentif à ça. Et c'est pour ça que, typiquement, le présentiel ne peut pas complètement disparaître. Je fais une petite respiration, un petit coup d'eau. Point numéro 4, sans mesure, pas d'amélioration. Donc, bon, là, c'est presque trop facile pour moi de justifier ça. Évidemment qu'avec les outils numériques, dans les plateformes d'apprentissage, on va avoir plein de moyens de mesurer. Un exemple d'un dashboard sur Totara, vous voyez qu'on voit les formations, on voit qui a terminé, etc. C'est un dashboard formateur, ça, pour savoir justement où en sont chaque personne.
Donc voilà, on va pouvoir utiliser la data, on va pouvoir faire les connexions avec les certifications pour voir qui les a, qui ne les a pas. On va pouvoir faire encore une fois de la gamification, etc., etc. C'est pas parce que c'est facile dans ce genre d'outil que c'est forcément efficace, d'accord, dans le sens où il faut savoir ce qu'on veut mesurer, etc. Et malheureusement, souvent, dans un LMS, vous allez avoir uniquement la mesure de fait pas fait. Il a fait le e-learning ou il n'a pas fait le e-learning. Et ça, c'est clairement pas suffisant. On a besoin de savoir à quelle question il s'est trompé pour pouvoir lui proposer quelque chose dans son parcours qui corrige. On a besoin de savoir à quel niveau il s'est trompé, s'il a bien réussi, si c'était facile pour lui, etc. Et donc, je pense que là, pour le coup, il y a un très bel avenir de tout ça, parce qu'on va pouvoir aller chercher, c'est au cœur de ce qu'on fait chez Ainokufu, hein, mais de plus en plus d'informations sur, encore une fois, sur quoi la personne s'est trompée, pour pouvoir lui proposer autre chose, plus facile, plus difficile, jusqu'à ce qu'elle y arrive, etc. Donc, il y a plein de choses extrêmement intéressantes qui s'ouvrent dans ce domaine de comment mesurer les choses. Mais je vais faire attention de respecter mes propres postulats. Là, on ne mesure que l'efficacité de la formation en faisant ça. Encore une fois, ce qu'on a dit, c'est il faut mesurer la réussite du changement. Et souvent, pour mesurer la réussite du changement, là, il n'y a pas de mystère. C'est aller interroger les managers, c'est aller interroger la personne elle-même. Est-ce que ça a changé? Est-ce que tu te sens mieux sur ce domaine-là maintenant? Peut-être même à la fin, est-ce que les résultats augmentent? Même si c'est parfois un peu compliqué, parce que les résultats dépendent de plein d'autres choses que le travail des gens. Mais enfin, en tout cas, on peut aller faire cette connexion. Et dans le meilleur des mondes, les outils de suivi de la performance qui sont en place dans les entreprises peuvent être connectés aux outils de suivi de la formation. Et peut-être un certain type de lien peut être fait. Voilà, j'ai terminé sur mon chapitre 1, qui était donc sur avant la pédagogie, quand on parle de réussite du changement et de pilotage de cet aspect-là. Et donc, je vais passer au chapitre 2, si ça vous va. Je ne vois pas de trop de questions pour l'instant. Donc, chapitre 2, l'objectif pédagogique et la taxonomie. Alors, donc l'objectif pédagogique, ça parle tout seul, mais la taxonomie, de quelle taxonomie on va parler? Allez, certains d'entre vous l'ont en tête sûrement, j'imagine, mais je laisse quand même un peu planer, je laisse un peu planer le mystère encore. Allons-y. Donc, je vous montre deux personnes, deux pédagogues qui sont des gens que j'aime beaucoup, qui m'ont inspiré dans mon métier. Donc, ici, vous avez Benjamin Bloom, d'accord, pédagogue américain qui est à l'origine de la taxonomie de Bloom, dont on va parler tout à l'heure. Et ici, vous avez Maguire, qui est aussi un pédagogue qui a travaillé sur les objectifs pédagogiques. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, était aussi un drôle de personnage, puisqu'il était aussi ventriloque et il aimait bien apparemment mélanger un peu ses différents talents. Donc, pourquoi ces deux personnages? Parce que voilà, c'est des inspirations pour moi d'un point de vue pédagogique, et on va essayer de voir ce qu'ils nous ont appris et en quoi ça peut nous servir encore aujourd'hui. Donc d'abord, on va parler de l'objectif pédagogique. Donc, Maguire notamment, même si c'est devenu très très classique aujourd'hui, nous propose de formuler nos objectifs pédagogiques de cette manière-là. À l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de. Alors pourquoi? C'est ce que moi j'appelle parfois la formule magique de l'objectif pédagogique. Donc à l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de verbe à l'infinitif respectant la taxonomie de Bloom, on en parlera après, et ensuite complément. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que déjà, ça nous protège, je vais vérifier si j'avais pas plus d'explications après, désolé, ça nous protège de certaines erreurs. Vous voyez la notion de à l'issue de la formation. Là, je fais le lien avec mon postulat numéro 1, vous savez, celui sur le changement.
À l'issue de la formation, ça veut dire que la seule chose dont s'engage le formateur, ou s'engage le service formation, c'est qu'à l'issue de la formation, la personne sera capable de faire quelque chose. Pas qu'elle le fera. Le fait qu'elle le fasse, c'est lié à autre chose. C'est lié au management, c'est lié aux conditions de travail, c'est lié à tout un tas de trucs. Nous, ce qu'on s'assure, c'est qu'à l'issue de la formation, il est capable de le faire. Quand il passe la porte, quand il ferme le LMS, il est capable de le faire. Est-ce qu'il le fera, c'est autre chose. Vous voyez, donc ça nous protège de cet aspect-là. Ensuite, on parle de l'apprenant. Hein, c'est peut-être une évidence, mais des erreurs ont été faites sur ce sujet-là. C'est l'objectif pédagogique, c'est un objectif pour l'apprenant, pas pour le formateur. Okay, hein, si un objectif pédagogique était pour le formateur, eh ben, il pourrait le dire devant une salle qui dort et ça, ça serait atteint quand même. Hein. Donc, on est bien sur un objectif pour l'apprenant. Donc, bon, ben voilà. Hein. Le LMS va nous aider à suivre ces objectifs. Et d'avoir des dashboards qui nous disent les gens ont atteint cet objectif ou n'ont pas atteint, etc. Toujours avec l'attention la prudence sur les différents éléments que je viens de vous donner. Le LMS va aussi nous permettre, une fois qu'on a mesuré si cet objectif était atteint ou pas, eh ben, de recommander d'autres ressources. Donc là, c'est un exemple d'un système de recommandation de cours en ligne, où bah, derrière, si vous n'avez pas atteint l'objectif, plutôt que de vous dire « refaites le cours », avec une IA qui fonctionne un peu correctement, bah, on va pouvoir recommander d'autres cours sur le même sujet avant de proposer à la personne de repasser son quiz. Ça, j'en ai déjà parlé, mais ça va servir aussi là. Hein, la connexion avec les objectifs concrets, ce qui a été identifié par le manager comme point d'amélioration, etc., etc. Et du coup, on arrive à cette taxonomie des savoirs. Donc, j'imagine que parmi vous, beaucoup le connaissent. On va le revoir rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, et puis comme petit rappel. La taxonomie des savoirs de Benjamin Bloom, c'est cette idée de jusqu'à quelle marche je dois faire monter la personne dans un savoir. Ouais, parce que si on n'a pas cette taxonomie, on dit quoi? On dit, bon, bah, débutant, ou expert sur tel sujet, expert en management, ça veut dire quoi? Expert en... Tout à l'heure, il y avait du code informatique, hein, Python, expert en Python. Ok, on imagine bien que c'est pas la même chose que débutant en Python. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est pas simple, d'accord? Donc, cette taxonomie va nous permettre un petit peu de voir à quelle marche on est censé faire monter les personnes pendant le temps de la formation, puisque c'est indiqué dans l'objectif. Donc, le premier niveau de cette taxonomie, c'est connaître, avoir entendu parler. C'est le niveau de l'information, d'accord? C'est je connais la politique américaine. Voilà. Ah, j'entends parler tout le temps. Je sais 2-3 trucs, les démocrates, les républicains, ok. Je ne sais pas grand-chose d'autre. Le niveau 2, c'est comprendre. Est-ce que je comprends la politique américaine? Pas sûr. Je suis très orgueilleux, je crois que je suis un mec instruit, donc je me dis je dois comprendre, mais en vrai, pas sûr. Hein, comprendre, ça veut dire je maîtrise les rouages, je suis vraiment capable d'aller expliquer ce que ça veut dire, pourquoi ça s'est passé comme ça, etc., etc. Et le niveau 3, qui va souvent nous intéresser en formation, c'est le niveau appliqué, c'est-à-dire de faire des choses. Je suis capable de mettre en application. Donc un objectif du niveau appliqué, ça serait utiliser un chariot élévateur. Vous voyez ? Utiliser un chariot élévateur, utiliser un logiciel, construire un plan d'action. Bon, voilà. Je suis capable de faire quelque chose. Et en fait, la plupart du temps, les formations, leur vrai objectif, au fond, c'est de faire monter les gens au niveau de l'application. Et le problème, c'est que s'ils n'ont que des petits quiz et une petite vidéo à regarder, bah, si cette vidéo est bien faite, ça va les faire monter au niveau comprendre, d'accord? Mais vu qu'ils n'auront pas fait, ça ne les fera pas monter au niveau appliqué. Ça apparaît de manière assez claire, vous voyez, si on parle de choses très concrètes. Si je vous montre une vidéo sur le pilotage d'un chariot élévateur,
ça vous semble évident que vous êtes monté au niveau comprendre, mais que vous n'êtes pas monté au niveau appliqué. Pour monter au niveau appliqué, il faut qu'on vous mette dans un chariot élévateur, ou à la limite dans un simulateur de chariot élévateur, et qu'on vous fasse conduire. Malheureusement, pour des problématiques plus complexes de management, d'expertise dans certains sujets, etc., on s'imagine souvent qu'on fait monter les gens au niveau appliqué, alors qu'on ne les a amenés qu'au comprendre. Je vois que le temps file, il faut que j'aille un peu plus vite. Le niveau 4, c'est l'identification des problèmes. Vous voyez, au niveau 3, vous êtes capable de faire, et au niveau 4, vous êtes capable non seulement de faire, mais de corriger les problèmes s'il y en a, parce que vous avez une maîtrise plus grande du sujet. Et le niveau 5, c'est le niveau de la synthèse, de la création. C'est-à-dire, je suis capable d'inventer, de faire mieux. Hein, imaginez, là, vous avez quelqu'un capable de monter un moteur sur une chaîne de montage. Ici, vous avez quelqu'un qui est capable d'identifier en quoi le moteur est défectueux et de le réparer. Et là, vous avez un ingénieur qui est capable de créer un nouveau moteur, c'est-à-dire de l'améliorer, de le rendre plus performant. Et donc, dans la taxonomie originale de Benjamin Bloom, ça a beaucoup été débattu depuis, moi je vous présente l'original, parce que j'aime bien, il y avait le niveau 6 qui était l'évaluation, c'est-à-dire le niveau d'expertise. Un peu, vous avez sur cette image ici vous avez un doctorant qui fait sa thèse de doctorat, et ici vous avez l'évaluateur de sa thèse de doctorat, qui a ce très grand niveau d'expertise qui fait qu'il est capable de juger du travail de la personne qui crée. Voilà. Donc ça a été beaucoup débattu. Hein. Il y a eu beaucoup d'autres taxonomies qui ont été faites depuis, où ces niveaux ont été inversés, des petits changements aussi là. C'est très intéressant hein, de discuter de toutes ces taxonomies. Mais dans l'opérationnel, dans le concret de nos métiers, l'important c'est d'en choisir une et de l'utiliser. Et je rajoute, alors c'est ma petite touche personnelle, je mets la rétention d'informations ici, entre le comprendre et l'appliquer. Pour pouvoir appliquer, ça veut dire qu'on a automatisé, et pour avoir automatisé, il faut avoir retenu. Par contre, on peut, de mon point de vue, je sais que c'est débattu aussi, mais de mon point de vue, on peut avoir compris sans retenir. Sur le moment, on comprend, ça nous paraît clair, et c'est vrai, mais pour autant, on va l'oublier le lendemain. Et puis, il y a cette notion d'automatiser encore plus entre l'appliquer et l'analyser. Il faut faire sans réfléchir, parce qu'on a tout automatisé, pour pouvoir analyser et encore plus créer. Donc vous avez quelques verbes qui permettent de faciliter l'utilisation de ces niveaux. Donc vous voyez, un objectif va dire à la fin de la formation, le stagiaire sera capable d'expliquer la politique américaine, ou à la fin de la formation, le stagiaire sera capable de calculer un bilan comptable. Donc là, sur la grosse formation déjà quand même. Et voilà, le plus important pour moi de tout ça, c'est que cet objectif pédagogique, une fois qu'il est bien formulé, reste quand même la clé principale pour choisir comment on va former la personne. Et là, vous voyez, j'ai 3 exemples qui, pour moi, parlent très clairement. Si vous êtes du niveau connaître, un petit e-learning avec des petites explications et 2-3 petits quiz sympas, c'est top. Si vous devez le monter au niveau 2, au niveau comprendre, peut-être c'est quand même mieux d'avoir un professeur en visio ou en présentiel, ou peut-être une association des deux. Mais enfin, en tout cas, on voit qu'il faut déjà pouvoir poser ces questions, avoir un échange. Alors bien sûr, ça peut se faire avec des forums, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est faisable. Et puis, le appliquer, là, vous voyez, c'est mon exemple du chariot élévateur. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un chariot élévateur, mais en tout cas, cette notion de simulation. Il faut soit y aller pour de vrai, soit il faut être dans quelque chose qui simule vraiment le travail. Alors parfois, c'est très simple. Si votre objectif, c'est la fin de la formation, les stagiaires seront capables de créer, de concevoir, créer, j'en sais rien, un tableau croisé dynamique sur Excel. C'est pas difficile qu'ils aient Excel sur leur ordinateur avec un petit exercice. Donc le appliquer va être facile. Quand ça va être du pilotage ou des choses comme ça, il faut avoir le lieu ou le simulateur pour les mettre dedans. Et quand c'est du management ou des choses un peu plus humaines, alors on fait des jeux de rôle, on joue des acteurs, quoi. Donc c'est un peu plus compliqué, mais ça se fait. Et chapitre 3, ça sera un teasing pour la prochaine fois, parce que je vois que ça fait déjà 45 minutes, donc je vais m'arrêter.
Donc, voilà, à une autre occasion, dans les mois à venir, on vous fera un chapitre session 2 de ce webinaire avec les chapitres 3 qui seront sur les règles de la mémorisation et un chapitre 4 qui sera sur les méthodes pédagogiques. Hein, donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne retient et qu'est-ce qui fait que... comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce qui fait que... comment on choisit, la bonne méthode par rapport à l'objectif pédagogique. Donc, un peu plus de détails sur cette slide-là, en fait. Voilà, donc je m'arrête pour aujourd'hui. Est-ce que certains parmi vous ont des questions ou des commentaires? Je serais très heureux d'y répondre. Merci Julie. Non, bah écoutez, apparemment pas de questions plus que ça. Et ben, du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et je vous souhaite une bonne fin de matinée et bon après-midi. Au revoir.